Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va tourner autour des 4 principaux sujets. On va aborder la question de la rentrée scolaire des enseignants qui réclament encore et encore leurs arriérés de salaire. Une rentrée scolaire qui s'annonce tendue comme toutes les autres années précédentes. Il y a aussi le cardinal Fridolin Ambongo qui fait parler de lui. Il estime que seuls les enseignants qui pratiquent la religion catholique doivent dispenser des cours au sein des écoles catholiques. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'indignation au sein de l'opinion. On va tenter de décortiquer cette question. On va aussi aborder la question du rappel à l'ordre que Félix Tshisekedi, président de la République, a fait au ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberoa, dans l'affaire Minembwe. Rouberoa est désormais interdit de parler de cette question. Le Premier ministre plutôt a été instruit de prendre un décret suspendant l'installation des Minembwe en commune. On va aussi prendre la marche de Lamouka Martin Fayoulou, l'a annoncé la semaine passée. C'était chez lui à Fadenhouse au cours d'un point de presse qu'il a animé. Lamouka va marcher pour défendre les territoires nationaux. On va chuter avec, ou on va d'ailleurs faire de ça notre deuxième point de l'émission, les non-dits de la rencontre entre Félix Tshisekedi et le sénateur Bahati Lukwebo, président de l'AFDCA. Il a été reçu par le président, il a mobilisé même en faveur du président lors de son passage dans les Nord Kivu. Pour évoquer ces 4 sujets, j'ai reçu sur ces plateaux Eloge Mwandwe, il est communicateur de l'AFDCA du sénateur Bahati Lukwebo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup pour votre invitation et ça fait toujours plaisir d'être dans ce beau cadre. Le sénateur se porte bien? Oui, il se porte bien. D'ailleurs, j'ai eu à échanger avec lui ce matin. Très bien, on va parler de lui. Je crois que ça sera le deuxième thème de l'émission. Ouvrons cette émission par la rentrée scolaire. Une rentrée qui s'énonce, comme toutes les autres années, tendue. Il y a les enseignants qui réclament encore leurs arriérés de salaire. Il y a parmi eux ceux qui ne sont pas encore mécanisés. Il y a d'autres qui ont été mécanisés, mais qui n'ont pas encore commencé à toucher leur salaire. Alors finalement, comment les choses vont se passer? Il y a les élèves qui ont repris les chemins de l'école, certes, mais il y a des enseignants qui boudent la rentrée scolaire. Alors, comment les parents vont s'y prendre? Doivent-ils envoyer leurs enfants à l'école ou ils doivent garder les enfants à la maison en attendant que les choses puissent évoluer? Bon, il y a déjà le message ou encore le communiqué officiel. C'est celui du ministère du tutelle. Et c'est communiqué que la rentrée est pour aujourd'hui. Donc, le 12 octobre. Oui. Ce qui signifie les parents doivent amener leurs enfants à l'école. Mais maintenant, il y a des problèmes, des difficultés. Et ces difficultés, vous prenez seulement l'aspect des enseignants. Mais il y a aussi l'aspect des parents ou encore des élèves qui dépendent de parents. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont en train de passer des moments très difficiles et surtout à cause de ce Covid-19, des moments très compliqués. Il y a une crise qui ne dit pas son nom dans ce pays, il y a une crise qui ne dit pas son nom dans ce monde aujourd'hui. Et cette crise est causée par le Covid-19 et aussi, n'oublions pas qu'avant que le Covid-19 n'arrive, il y avait aussi certains problèmes que nous avions dans ce pays, notamment d'ordre de corruption, une corruption vraiment élevée, à un niveau très élevé, et aussi certains comportements de détournement qui se faisaient voir aujourd'hui avec la vision du chef de l'État, d'un État de droit. Donc nous sommes en train de sentir que ces choses-là appartiendront d'ici peu au passé. Mais quand même, la crise, elle est là. Donc les enseignants qui ne sont pas payés, les NU qui ne sont pas payés. C'est une situation, je venais d'apprendre ce matin que à la fin de ce mois ici, ils seront payés. Espérons que cela sera le cas. Mais c'est une situation vraiment compliquée, complexe, et je crois le ministère devrait, en tout cas aujourd'hui, essayer de mettre fin à tous ces problèmes et ces revendications. Alors, mais aussi, il faut rappeler que les problèmes des enseignants ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis Mobutu, Mouzé Kabila est venu, il est parti. Kabila a dirigé pendant 18 ans, il est parti. Les enseignants ne font que décrier, dénoncer leur situation de vie misérable. Aujourd'hui, Félix au pouvoir, il a activé la gratuité de l'enseignement, on l'a salué, mais quelle recette apporter aujourd'hui pour stopper cette misère qui caractérise aujourd'hui nos enseignants? Aujourd'hui, les métiers d'enseignant ne savent plus attirer les gens.
Lorsqu'on est enseignant aujourd'hui, on est perçu comme quelqu'un de très ridicule. Aujourd'hui, que faudrait-il faire justement pour laver cette image et redonner à l'enseignant congolais cet honneur? Bon, d'abord, moi, personnellement, je suis aussi enseignant. L'enseignant a été abandonné depuis des par années. l'État congolais, oui, depuis des années, oui, depuis des années. L'enseignant a été abandonné. Les étudiants comme les élèves, quand ils sont obligés de prendre les enseignants en charge, vous voyez ce que ça signifie. Donc, c'est vraiment ridicule. Mais au moins, aujourd'hui, c'est vraiment avec fierté que je suis obligé de le dire, d'avoir un président qui a pris d'abord le secteur éducationnel de ce pays à cœur. Moi, je ne sais pas, je suis né à une certaine année, je suis encore jeune par rapport à certaines réalités de ce pays, mais au moins, ce que je sais, c'est le premier président qui a eu à visiter des salles de classe, qui a eu à visiter des auditoires d'étudiants. C'est le seul président qui a été en contact avec les élèves, qui a été en contact avec les étudiants, qui a été en contact avec les enseignants d'une manière directe, sans transition. Donc, du coup, avec cet aspect-là, c'est comme ça, je le disais, c'est avec fierté que je suis obligé de le dire, que ça promet qu'il y a au moins une prise de considération dans le chef de notre président de la République par rapport au secteur enseignant, au secteur éducationnel plutôt. Donc, nous pouvons maintenant espérer, comme vous avez dit que c'est depuis des années, c'est depuis des gouvernements, des régimes qui ont précédé, qui a eu le problème de l'enseignant. Donc aujourd'hui, je crois qu'il nous faut maintenant penser à organiser des états généraux, que ce soit pour les enseignements, l'enseignement supérieur et universitaire, et aussi que l'enseignement professionnel, primaire, secondaire. Il faudrait organiser des états généraux, ou encore que deux ministres de ces deux ministères puissent proposer des réformes, car nous sommes obligés de réformer notre système éducationnel. Oui, mais on a vu au sein du ministère de l'EPST, même de l'ESU, les ministres organiser des séances de travail, mais finalement, on se pose la question de savoir qu'est-ce que les gens se disent dans ces forums. Aujourd'hui, les conditions des enseignants ne changent pas. Les enseignants aujourd'hui sont les plus misérables, je dirais même de tous les Congolais. Aujourd'hui, il n'y a aucun parent qui peut aujourd'hui cautionner que son fils devienne enseignant. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème dans ce secteur. Que faudrait-il faire justement? Il y a le premier ministre qui est lui-même professeur d'université. On a Willy Bakonga, ministre de l'EPST, qui est promoteur des écoles également. Mais curieusement, la situation des enseignants ne change pas. Quelle est la recette à apporter concrètement aujourd'hui? Vous voyez, j'ai parlé de la réforme. Nous avons malheureusement un gouvernement qui ne fonctionne pas. Je suis obligé de le dire ainsi. Je crois que même dans les autres sujets, je veux intervenir, je veux éclaircir sur ça. Mais nous avons un gouvernement qui ne fonctionne pas. Un gouvernement, s'il fonctionne, mais il fonctionne... pour régler les querelles politiques. Voilà. Et ça, c'est pas bon pour un pays qui se veut progresser ou prospérer. Donc, du coup, aujourd'hui, les deux ministres dont vous avez parlé, le ministre de l'EPST, Willy Bakonga et le ministre de l'ESU, ils sont obligés aujourd'hui de jouer aux fixations politiques que d'apporter des réformes. Aujourd'hui, nous formons des étudiants et nous formons des élèves que le marché de l'emploi n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que nous ne formons pas ce dont le marché de l'emploi a besoin. Aujourd'hui, nous sommes un système éducationnel qui n'est pas compétitif. Nous ne pouvons même pas prendre nos élèves ou nos finalistes, nos étudiants, aller le lancer sur un marché de travail ou encore le marché de l'emploi. Par exemple, dans un pays comme la Tanzanie, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ceux dont nous sommes en train de former ne rencontrent pas le besoin du marché de travail. Est-ce que la réforme au niveau de notre système éducatif dans son ensemble ne doit-il pas commencer, ou ne doit-elle pas plutôt commencer par les enseignants eux-mêmes? Parce qu'aujourd'hui, on a des enseignants qui ne savent même pas s'adapter aux technologies de l'heure. Les problèmes aujourd'hui est global. Oui, c'est ça. Je vous donne un exemple. Il y a des vidéos qui circulent par-ci, par-là. Vous avez un enseignant qui est
En tout cas, si vous me permettez, je suis obligé de le dire, qu'il y a un enseignant qui est dans un territoire comme Mitoaba, où l'enseignant lui-même ne connaît pas ce que signifie un smartphone. Comment voulez-vous à ce que cet enseignant parle de la technologie à un élève? Alors qu'aujourd'hui, dans notre système de l'éducation, on parle de la nouvelle technologie. Et curieusement, vous allez voir, il y a les cours d'informatique. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a le cours d'informatique, mais cet enseignant est incapable même de voir un smartphone. Même pas la voir. Même pas voir. Parce que ça n'arrive pas à une zone comme Mitoaba. C'est ça déjà le problème. Il y a un problème d'électricité. Aujourd'hui, avec la période de Covid-19, nous avons vu dans tous les sens comment on a pu maintenir les élèves par rapport avec le cours télévisé. Alors chez moi à Inongo, là où il n'y a même pas du courant. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Chez moi à Katanga, au village Katanga, il n'y a pas du courant. On ne sait pas comment, je ne sais pas comment mes frères et sœurs ont eu à passer cette période-là. Est-ce qu'ils ont étudié? Voilà toutes ces questions que nous devons nous poser. Donc c'est un problème qui est un peu généralisé. Il faudra c'est que les deux ministres puissent prendre les choses au sérieux et qu'ils quittent d'abord l'aspect politique, qu'ils oublient leur casquette politique et qu'ils soient d'abord pour cet instant, qu'ils soient technocrates, qu'ils essaient d'être technocrates et apporter des réformes qu'il nous faut dans ces secteurs, dans ces secteurs. Et aussi, on parle toujours parce qu'on parle toujours de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais nous oublions surtout l'aspect de l'enseignement de l'issue. Vous avez autant d'universités dans ce pays, mais combien d'universités ont même de l'électricité? Parce qu'une université, c'est un labo. Une université avec quatre salles de classe. Voilà, vous voyez. Une université, pas des cours. Je me demande comment on est en train d'étudier. Nous sommes dans un seul pays où vous avez des étudiants. Mais comment on arrive même à permettre à ces universités d'exister? C'est ça, c'est pour ça que je parle de la réforme. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des étudiants qui font de 8h à 18h. Et dans le même pays, il y a des étudiants qui étudient de 16h à 18h. Et à la fin, ils ont le même diplôme. Comment expliquer cela? Et aussi, il y a de ces étudiants qui étudient, il n'a jamais vu le visage du professeur, de l'enseignant. Mais il y a de ceux-là qui voient le visage de l'enseignant. Mais vous comprenez déjà qu'il y a un problème qui est vraiment sérieux et il faudrait à ce que les deux ministres puissent nous apporter des solutions. Il ne faudrait pas attendre avec le prochain gouvernement. Ils sont déjà là, ils doivent apporter ces Vous parlez des ministres qui doivent apporter des solutions, mais les ministres ne sont que des simples animateurs. Est-ce que les présidents de la République et les premiers ministres ont-ils défini la politique en matière d'éducation ici en République démocratique du Congo? Le président de la République vient avec la vision. Et la vision, nous la connaissons, la vision du chef de l'État. Nous connaissons la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Nous connaissons la vision du chef de l'État, un État de droit. Nous connaissons la vision du chef de l'État. Et qui s'est transmise par la décision audacieuse qu'il a eu à prendre de la gratuité de l'enseignement. Mais maintenant, c'est chaque ministre, comme vous-même vous êtes en train de dire, des représentants ou encore, je ne sais pas, vous avez dit quoi encore? Ils sont que des simples... Des animateurs. Animateurs. Oui, un animateur, il n'est pas animateur de la vision du chef de l'État. Il est animateur pour concrétiser la vision du chef de l'État en apportant les moyens et en mettant les pistes de solutions. Mais est-ce que le gouvernement a d'abord cette politique d'éducation? Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que tout ceci, si aujourd'hui, les choses, voilà, on l'a jamais vu faire ne fût-ce qu'un petit tour, même à l'Unikin où il est enseignant. Si vous avez un premier ministre qui doit envoyer son porte-parole pour s'attaquer au chef de l'État, alors que il y a un problème sérieux de l'éducation, mais on ne voit pas ce porte-parole venir dire quelque chose. On voit les présidents faire la ronde des écoles, mais alors que lui, il est resté au bureau. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous avons une situation où le Premier ministre, on dirait le Premier ministre ne connaît pas réellement le problème
du pays. Il ne connaît pas réellement le problème de notre système de l'éducation. Mais il connaît seulement quand il s'agit de fixer des fixations politiques. Parce que là, nous voyons son porte-parole qui vient et nous présente tout ce qu'il faut présenter comme insulte, alors qu'en réalité, là où nous sommes en train d'attendre le porte-parole du Premier ministre pour venir apporter des éclaircissements ou pour venir apporter certaines pistes de solutions, c'est dans des secteurs comme l'éducation, c'est dans des secteurs comme le social. Un secteur vital. Voilà, un secteur, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, on peut pas dire que nous sommes en train de projeter 2030, de projeter 2050 comme nation, alors que l'éducation n'existe pratiquement pas. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, je crois que nous, Congolais, si on avait un gouvernement responsable, je crois qu'avec cette vision du chef de l'État, il serait mieux aujourd'hui de voir cette vision comme fondation qui va nous permettre à ce que notre système éducationnel soit compétitif. Aujourd'hui, nous pouvons, nos élèves congolais de la RDC ne peuvent pas se tenir devant les élèves de la Côte d'Ivoire, ne peuvent pas se tenir devant les élèves du Sénégal. Mais pourquoi? C'est pas quand même tous les élèves. Mais il y a ceux qui sortent du lot. Mais ceux qui sortent du lot, là, vous êtes en train de parler, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a tout le système éducationnel dans notre pays est un système en faillite qui est en train d'encourager certains et qui est en train de décourager certains. Vous avez des élèves, oui, c'est ça. Vous avez des élèves qui sont privilégiés et ceux-là qui ne sont pas privilégiés. Vous avez des étudiants qui sont privilégiés et ceux-là qui ne sont pas privilégiés. Ici, avec vous, vous serez d'accord avec moi que dans ce pays, il y a de ces élèves-là qui sont en train de payer par année 5 000 $ en RDC. Et il y a de ces élèves qui sont incapables même de payer 2 000 francs par an. Et vous allez me dire que les deux élèves-là sont en train de recevoir le même, bénéficient le même niveau de l'éducation. Ceux qui paient 5 000 $ sont dans des écoles françaises, belges, américaines. Mais vous voyez. Ils ont des parents. Non, pas seulement, mais des écoles congolaises. Vous connaissez au moins une école cartésienne. Vous savez combien on paye là-bas? Avec quelqu'un qui a été très proche du sénateur Bassirou Lukwebo. Vous savez combien on paye là-bas? Oui, mais le monsieur, c'est quelqu'un de très proche du sénateur. Et je ne suis pas ici pour... les sénateurs n'avaient jamais eu le temps. Je ne suis pas ici pour parler des écoles. Je ne suis pas ici pour parler des écoles, de gens, mais au moins, nous sommes obligés de revoir notre système éducationnel. L'école, l'enseignement n'est pas un business. Et une chose est sûre, c'est que le Congo ne sait même pas pourquoi l'enseignement est le centre de cette société, doit être le centre de notre société. Alors, je crois que c'est ça le problème. Et en tant qu'enseignant, on ne devient pas enseignant pour se faire de l'argent. Normalement, on ne doit pas construire des écoles pour se faire de l'argent. Malheureusement, dans ce pays, nous avons des enseignants qui deviennent enseignants parce qu'ils ont besoin d'argent. Nous avons dans ce pays des promoteurs d'écoles qui construisent des écoles pour se faire de l'argent. Malheureusement. On promet même des diplômes. Venez ici, on fait les 100%. Mais c'est ça. Pourquoi faire ça? Aujourd'hui, c'est étonnant de voir même des universités, on commence à faire passer de publicités concernant certaines de publicités des universités. Généralement, ce sont les universités privées qui le font. Mais que ce soit privé ou public, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire votre publicité, c'est les résultats, le résultat, quand vos élèves ou vos étudiants quittent vos établissements, ils sont sur le marché de l'emploi, comment ils répondent au marché de l'emploi, comment le marché de l'emploi apprécie vos étudiants. C'est ça la situation. Je reviens sur ce que vous étiez en train de dire tantôt, la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du peuple d'abord dans une école qui organise plutôt la section électricité, mais où les professeurs et l'élève qui apprend l'électricité en question n'a jamais vu même une simple ampoule, il ne sait même pas c'est quoi l'interrupteur. Est-ce qu'on peut parler du peuple d'abord dans une circonstance pareille? Oui, on peut parler du peuple d'abord, et c'est là où le peuple congolais doit aider le chef de l'État. Nous sommes dans un système où on n'a pas parlé du peuple d'abord, mais aujourd'hui, on parle du peuple d'abord.
Donc, dans la théorie peut-être. Non, pas dans la théorie. Pas dans la théorie. Beaucoup à dire. Pas dans la théorie. Ceux-là qui étaient habitués de ce système-là, où on ne parle pas du peuple d'abord, sont encore aux manœuvres, sont encore en train d'agir. Donc, nous devons savoir qu'à un certain moment, ça prendra le temps que ça prendra, mais à un certain moment, avec la bonne volonté de tout un chacun comme peuple congolais, pour soutenir la vision du chef de l'État, le peuple d'abord va se concrétiser. Alors, les élèves doivent reprendre l'école dans un contexte de Covid-19 qui persiste encore. Ici, je profite aussi pour rendre hommage au professeur Gilbert Moubangi qui m'a enseigné l'infocom en deuxième graduat et puis le management, mon professeur de l'UNIKIN, qui est décédé, c'est dimanche 11 octobre, des suites de Covid-19. Oh, mes condoléances. C'est fait, il y a les élèves qui doivent reprendre l'école, ils ont déjà d'ailleurs repris l'école. Il y a la Covid-19. Alors, comment protéger les enfants, comment protéger les enseignants? Est-ce qu'on a prévu tout ça? Bon, ça c'est le ministère qui peut répondre, mais à ce que je vois, on dirait que la conscientisation autour de la pandémie Covid-19 n'est pas vraiment adaptée avec nos écoles. Donc, il faudrait adapter aussi cette conscientisation. Mais néanmoins, nous devons, en tant que société, nous habituer ou encore nous adapter à vivre avec le Covid-19 parce que on ne peut pas arrêter toute une société à cause de cette pandémie. Parce que si on doit arrêter toute une société à cause de la pandémie, c'est la mort de notre société. Et justement, comment protéger les enfants? Nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter. Nous devons vivre avec. Et chacun dans son secteur. Comme là, on parle de l'éducation. Donc, les deux ministres dans leur secteur, ils doivent apporter... Là, je suis obligé encore de dire de réformes pour permettre à ce que nous puissions nous adapter à vivre avec le Covid-19. Vous entrez dans des auditoires où vous êtes en train de voir 4000 étudiants dans un auditoire. Vous êtes en train de voir un auditoire où les étudiants sont, je ne sais pas... les étudiants qui apprennent, qui sont devant le fenêtre, il y a les professeurs là à l'intérieur. Et ils écoutent même pas, ils sont en train de... Les étudiants sont même en train de boire l'alcool, étant dans l'auditoire. Et le professeur n'est même pas informé, ne sait même pas que là derrière, il y a des petites buvettes qui se sont déjà organisées. Vous voyez. Donc, comment on va faire avec ça? Ce sont là les choses que les deux ministres doivent nous apporter. Il y a aussi le cardinal Fridolin Ambongo qui fait parler de lui, toujours dans la perspective de la rentrée scolaire. Selon lui, ne peut dispenser les cours, ne peut enseigner dans des écoles catholiques que l'enseignant qui pratique la religion catholique. Est-ce que c'est de la discrimination? D'abord, cette situation, il faut voir ça à deux volets. Premier volet, c'est que l'enseignant est pris en charge par l'État congolais. L'enseignant est un agent de l'État congolais. Et cet enseignant étant de l'État congolais, l'État étant laïque, donc, il n'y a pas de religion à laquelle l'enseignant doit appartenir. Mais aussi, l'autre volet, c'est celui-ci, c'est que nous sommes dans une situation où les rôles de l'Église, ou encore la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça, la mission de l'Église. Alors, je ne suis pas de l'Église catholique, mais je crois que toutes les confessions religieuses ont ça comme mission. Et maintenant, comment voulez-vous à ce qu'on puisse évangéliser si on n'a pas des animateurs pour évangéliser? C'est ça le problème. Et aussi l'évangile, comment on peut le faire, on peut évangéliser? On utilise tous les tuyaux possibles, tous les canaux possibles pour évangéliser. Et ici, aujourd'hui, l'Église catholique veut utiliser les écoles. Parce que les élèves qui arrivent aujourd'hui ne sont pas nécessairement catholiques. Mais il faudrait assez qu'au moment où ces élèves doivent quitter l'école catholique, qu'ils quittent comme catholiques. Je crois que ça, ce n'est que normal. Mais maintenant, peut-être il y a un problème de communication de la part de notre cardinal, mais néanmoins, pour moi, je ne pense pas que ça devait être un problème parce que si vous aviez déjà eu à visiter des écoles musulmanes ou des écoles kimbanguistes, vous allez comprendre ce que le cardinal Ambongo a essayé de dire. Mais il y a un problème, je crois peut-être un problème de communication. Il faudrait que le cardinal puisse travailler cet aspect-là. Mais pour moi, si on doit voir ces volets-là de l'Église qui a pour mission d'évangéliser, il n'y a aucun problème. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a le volet où l'enseignant
appartient à l'État congolais qui est laïque, l'État congolais n'a pas de religion. Donc, il faut faut voir comment vivre avec ces deux choses-là, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans des écoles kimbanguistes, dans des écoles musulmanes, ne sont pas nécessairement ce qui se passe dans des écoles catholiques, méthodistes et autres. Donc, il faudrait revoir aussi cet aspect-là. Le ministre du tutelle doit aussi apporter certains éclaircissements. Pourquoi aujourd'hui on incrimine les cardinals? Moi, je connais un ami qui étudie ici à l'université Simon Kimbangu. Là, ils apprennent même une écriture qu'ils appellent Mandombe, c'est une écriture kimbanguiste. Et ne peut diriger cette université généralement qu'un kimbanguiste. Vous partez dans des écoles salutistes, c'est la même chose. Alors pourquoi aujourd'hui on incrimine les cardinals qui a décidé de prendre publiquement et ouvertement cette position? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que le cardinal a un problème de communication. Mais il faudra qu'il travaille cet aspect-là. Parce que c'est un aspect que tout le monde connaît, qu'aujourd'hui, on ne peut pas enseigner dans des écoles catholiques le catéchisme où je ne me rappelle pas, il y a un cours là, la religion, quelque chose comme ça. On ne peut pas enseigner ce cours-là par un musulman. On ne peut pas enseigner ce cours-là par un kimbanguiste ou encore un salutiste. Donc, seul un catholique. Voilà la raison pour laquelle, moi personnellement, je crois que cette approche ou encore ce communiqué du cardinal doit être considéré. Très bien. Prenons le deuxième thème de l'émission. Le sénateur Bahati Lukwebo qui a mobilisé en faveur du président de la République lors de son passage au Nord Kivu. Il a été reçu ensuite par le président de la République. Mais avant cela, il a été aussi reçu par le sénateur à vie, Joseph Kabila. C'était lors de la rentrée parlementaire. Alors aujourd'hui, on accuse les sénateurs Bahati Lukwebo de faire du forcing pour adhérer au cash. Comment vous réagissez? D'abord, je dois parler de ce que vous venez de dire là concernant être reçu par le sénateur Joseph Kabila Kabange. C'est une fausseté. Il n'a jamais été reçu par le... Et tout ce qu'on a vu, les photos qu'on a vues défiler sur les réseaux sociaux. Photos entre collègues. Sénateurs. Il n'y en a pas qu'ils ont un tête. Non, non. Est-ce que vous avez vu aussi la photo entre le sénateur Joseph Kabila et le sénateur Éric Loboué, n'est-ce pas? Donc, vous voulez dire qu'il y a eu aussi un tête-à-tête? Non, il ne faut pas extrapoler. Certaines sources nous apprennent qu'il y a eu... Non, ces sources-là, il faut bien vérifier ces sources-là. Sûrement, il n'y a pas d'eau. Okay. Parce que la seule source où il y a d'eau, c'est celle-ci. Et c'est celle qui est en train de nous parler. Alors dites-nous, Bahati Lukwebo fait-il du forcing pour adhérer au cash? Il n'y a pas eu d'abord de tête-à-tête. C'était que des collègues sénateurs qui se sont retrouvés à la rentrée parlementaire. Simple que ça. Okay. Il n'y a pas eu quelque chose d'autre qu'il faut essayer de tirer de là. Autre chose, par rapport au forcing, je ne sais pas pourquoi le politicien congolais essaie toujours de dénigrer le comportement des autres politiciens congolais. Je crois que le sénateur Bahati Lukwebo, lors de notre matinée politique à la FIKIN, il a dit que nous appartenons à la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire qui soutient le chef de l'État. C'est clair. Donc là, il n'y a pas à adhérer au cash ou pas. Mais la majorité parlementaire aujourd'hui appartient à Kabila. Non. La majorité parlementaire n'appartient à personne. La majorité parlementaire soutient une vision. Et aujourd'hui, la majorité parlementaire soutient la vision du chef de l'État. C'est celle que nous sommes en train de soutenir. Elle n'appartient à personne. Nous sommes membres de cette majorité-là qui soutient la vision du chef de l'État. Et c'est clair que ça, il ne faut pas essayer de réfléchir là-dessus. C'est clair que ça. Et aussi, vous avez parlé de la mobilisation. Non, le sénateur Bahati Lukwebo, il peut mobiliser la population congolaise partout en RDC pour que celle-ci vienne accompagner la vision du chef de l'État.
il n'y a pas que seulement pour accueillir le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas besoin d'une mobilisation pour être accueilli par-ci, par-là dans la République. Partout, le chef de l'État part, la population elle-même se mobilise pour l'accueillir. Mais seulement le sénateur Bahati Lukwebo est dans la politique de faire adhérer la majorité des Congolais autour de la vision du chef de l'État. Et aussi, il a été reçu à 2 casquettes, je crois. La première casquette, c'est que c'est la deuxième force politique du pays en termes de députés, en termes des élus. Les FCC vous a ravi tous les députés pratiquement. Non, il faut pas nous ramener à un débat qui est déjà clos. Parce que ça, c'est un débat qui est clos. Mais qu'on continue de présider la FCC. Non, il ne faut pas nous amener à ce débat-là. C'est un dossier clos. C'est un dossier clos parce que nous sommes légalistes. Le ministère de l'Intérieur a déjà conclu cette affaire et nous évoluons. Ça, c'est un débat qui appartient au passé. Donc, il faut laisser ces gens-là faire ce qu'ils sont en train de faire et laisser la population congolaise évoluer. Donc, je disais, il a été reçu comme autorité morale de la deuxième force politique en termes des élus. Et aussi, il a été reçu comme un notable de la région du Grand Kivu. Donc, ce n'était que normal qu'il soit reçu pour aussi apporter certaines pistes de solutions aux problèmes ou aux difficultés que connaît cette région. Alors, je reviens sur ma question concernant les forcings. Selon plusieurs sources plutôt, les FCC et les CACH se seraient entendus pour que lorsque quelqu'un quitte, soit les FCC ou les CACH ne puissent pas adhérer dans ces deux plateformes respectives. Alors aujourd'hui, on reproche à Bahati Lukwebo le fait pour lui de ne pas accepter de faire l'opposition. Il n'est pas capable de faire l'opposition. Il n'a pas les nerfs pour faire l'opposition. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, il y a d'autres sources qui accusent toujours Bahati Lukwebo de vouloir plutôt voler la vedette à Vital Kamerhe. Il veut profiter de l'absence de Vital, qui est aujourd'hui condamné, il est à Makala, pour régner sur les Grands Kivu. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, on ne fait pas la politique pour être opposant. On fait la politique pour gérer le pays. On fait la politique pour apporter un plus. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas se retrouver au pouvoir, pour apporter un plus à la gestion de ce pays. Et maintenant, je ne connais aucun politicien qui est aujourd'hui en politique et qui dit « moi je suis opposant et je vais être opposant ». Peu importe la situation politique du pays. Aucun. La politique, on l'a fait parce que moi, personnellement, je sais que je peux apporter quelque chose à l'édifice RDC. Et la meilleure façon de le faire, c'est en le faisant comme politique. Et en tant que politique, mais on peut aussi le faire en étant opposant. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais si il arrivait à ce que, aujourd'hui, le pouvoir en place a sa manière de voir les choses, et moi, j'ai ma manière de voir les choses, mais quoi de bien que d'être opposant? Mais aujourd'hui, le professeur Bahati Lukwebo, il s'est rebellé contre Kabila, Kabila l'a mis à la porte. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est aussi un autre débat qu'il faut laisser au passé. Et Kabila a dit que c'est son entendu n'est pas... C'est un débat qu'il faut laisser au passé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, le professeur Bahati Lukwebo, étant conscient qu'il y a un nouveau chef de l'État, et ce chef de l'État a une vision pour cette nation. Et ce chef de l'État est en coalition avec les FCC. Et cette vision, et cette vision du chef de l'État rencontre la vision de la FDCA, qui est une vision social-démocratie. Pourquoi ne pas accompagner ce chef de l'État? C'est simple que ça. Donc, si ce chef de l'État entrait en coalition avec X ou Y, mais aussi longtemps que ce chef de l'État gardait la vision qui est social-démocratique, pourquoi pas l'accompagner? Donc là, il y a aucun problème. Et aussi, vous avez parlé de profiter, le leadership du Grand Kivu. Profiter, tout ça pour le leadership du Grand Kivu. Mais ceux-là qui sont en train de dire ainsi, c'est être carrément, c'est faire la politique tribale. Parce que le sénateur professeur Bahati Lukwebo n'est pas politique, n'est pas politicien seulement du Grand Kivu. L'FDC allié n'est pas seulement dans le Grand Kivu. Moi-même qui vous parle ici, je ne suis pas du Grand Kivu, je suis du Grand Katanga.
Il y a autant qui sont du Grand Équateur, autant qui sont du Grand Bandundu, qui sont du Grand Kassai, tous dans la FDCA. Pour vous dire que le professeur Bahati Lukwebo n'a aucune ambition particulière avec une certaine région précise de ce pays. Sa seule ambition, c'est de voir l'émergence de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder la caméra et affirmer que Bahati Lukwebo peut survivre en dehors des institutions? Mais il le fait déjà. Mais on l'accuse de faire du forcing aujourd'hui pour adhérer au cash. On dirait que ça fait combien de temps? On dirait qu'être en dehors du pouvoir ne l'arrange pas. Ça fait combien de temps qu'il est en dehors des institutions? Moi qui vous parle ici, j'étais conseiller dans un cabinet. Mais ça fait combien de temps que je ne le suis plus? Mais nous vivons. Vous comprenez? Voilà, on va prendre, je crois, l'avant-dernier thème de l'émission qui touche déjà à sa fin. Le président de la République qui a fait un rappel à l'ordre à Azarias Ruberwa, il ne peut plus parler de Minembwe, il doit rendre son rapport d'émission, il doit d'abord prouver auprès de qui il avait reçu l'autorisation d'aller installer Minembwe. Est-ce que c'est une décision que vous applaudissez? Oui, j'applaudis cette décision parce que d'abord, c'est une décision, il faut insister sur ça, c'est une décision qui vient mettre fin à tout ce qui avait commencé comme procédure concernant Minembwe. Donc, si on a commencé l'affaire Minembwe en 1902, le chef de l'État, par sa décision, il vient de mettre fin à cette histoire-là. Donc, c'est comme si on n'a jamais parlé de l'affaire Minembwe dans ce pays. Donc, on recommence tout à zéro. S'ils avaient signé quoi que ce soit comme document, comme accord et tout cela est zéro. Nous reprenons le tout à zéro. Donc, cela, j'aurais entendu même qu'il y a certains qui veulent organiser une marche. Je ne sais pas la marche, ils vont l'organiser sur base de quoi? Parce que l'affaire Minembwe n'existe plus. National. Non, quel territoire national qui a été violé? Vous allez me dire qu'il y a eu un groupe étranger qui est venu violer notre territoire national. Non. Soit eux-mêmes, ces gens-là, ils ont un problème de se déterminer eux-mêmes comme nationaux. Voilà pourquoi ils sont en difficulté même de parler du territoire national. Alors, voyez-vous aujourd'hui les ministres Ruberwa être en mesure de répondre aux questions du président de la République, auprès de qui il a reçu l'autorisation d'installer Minembwe en commune? Est-ce qu'aujourd'hui Ruberwa est-il capable de produire les rapports d'émission tels que le président les lui demande? Je ne sais pas, je ne suis pas porte-parole du ministre d'État Azarias Ruberwa, mais au moins, ce que je retiens, je parle sous la couverture du député Moïndo Zang, qui a dit que l'affaire Minembwe est une affaire qui concerne des individus. Ce n'est même pas une affaire qui concerne une communauté quelconque, tribale ou ethnique. C'est une affaire qui concerne des individus. Mais alors, il ne faudrait pas... Ces individus-là, ils ont des intérêts politiques. Il y a certains individus dans ce pays, quand ça brûle chez eux, c'est quand ils tirent des profits. Ils trouvent des profits. Et nous avons vu, j'ai eu même à parler de ça ici, concernant notre région d'où je viens, le Grand Katanga. Il y a certains politiciens qui souhaiteraient à ce que ça brûle, pour que, à un certain moment, qu'on puisse les approcher. C'est ça malheureusement, il y a certains individus qui sont comme ça. Il faut créer des poches d'insécurité, des poches d'ombre à gauche et à droite dans le pays pour permettre à ce qu'eux puissent tirer profit dans leur positionnement politique. Très bien, l'émission est terminée. Il y a aussi Martin Fayoulou et les idées ou la Mouka, je ne sais pas. Tantôt, il nous prête aussi des confusions. Qui vont organiser une marche, c'est mercredi 14 octobre pour défendre les territoires nationaux. Je vous ai dit que c'est une histoire qu'il ne faut même pas parler. Et je vous assure que cette marche... Il faut même encourager cela. Je vous dis que cette marche... Généralement, on voit les politiciens organiser des marches pour exiger leurs postes. Mais aujourd'hui, on veut défendre les territoires nationaux. C'est quand même... Ça a été violé où? À quel niveau? Ça a été violé où? C'est une histoire... Je crois que peut-être M. Martin Fayoulou, avant qu'il prenne la parole ce jour-là, il pensait que le chef de l'État était en complicité avec ceux-là qui étaient en train d'organiser l'histoire de Minembwe. Mais malheureusement, le chef de l'État l'a taclé en démontrant qu'il n'a rien à voir avec ça et il a suspendu tout.
Il a tout mis à l'arrêt. Et du coup, M. Martin Fayulu, vu qu'il avait déjà promis, pour preuve, il y a certains médias qui n'ont même pas été acceptés à sa conférence de presse. Nous, par exemple. Parce que si vous arriviez là, vous allez lui poser des questions comme quoi, est-ce qu'il y avait raison d'organiser cette marche? Il y avait déjà une liste très bien établie. Dès que vous vous présentez à l'entrée des Fadel 11, on vous pose la question de savoir Biboza et Chenni. Mais c'est ça le problème. Donc, vous comprenez et déjà que vous ne figurez pas sur la liste. C'est une histoire dépassée. C'est une histoire dépassée. Il faut passer à autre chose. L'histoire là de la marche, ce n'est pas opportun, ce n'est pas opportune plutôt. Et je ne sais pas si réellement ça aura lieu. Je doute fort. On apprend aussi que Martin Fayulu a pris finalement les rênes de la Mouka. Félicitations à lui et espérons qu'il pourra au moins gérer les deux branches de la Mouka qui est. Aujourd'hui, il y a une question qui m'est dans l'esprit. Ça, c'est Némi qui aime ça. Aujourd'hui, que le sénateur Bahati Lukwebo ne sait pas, je dirais, se positionner politiquement, est-ce qu'il ne peut pas adhérer à la Mouka? Qui vous dit que le sénateur il n'est ni au FCC ni au CACH, bien qu'il fait du forcing pour adhérer au CACH. Il est à la FDC allié. La FDC allié, c'est une plateforme, c'est un regroupement politique. Vous voulez qu'il aille où? Pourquoi ne pas poser la question à M. Martin Fayulu de venir à la FDC? Non, comment ça? Il est président d'un parti politique. Mais le sénateur Bahati Lukwebo est autorité morale d'un regroupement politique. Il Fayulu également. Ah mais voilà, pourquoi vous voulez que lui parte de Non mais la Mouka c'est un regroupement de quelques leaders. Non, aussi oui, la FDC allié, c'est un regroupement aussi de quelques leaders. Nous avons des partis politiques. Vous êtes au pouvoir, nous avons des partis politiques, nous avons aussi des personnalités politiques. Donc, c'est un regroupement de toutes ces personnalités-là. Même si Néné Nkolo vous a ravi la plateforme. J'ai l'impression que vous êtes vraiment attiré par ce nom. Je vous laisse, je vous le concède. Mais au moins, l'opinion ainsi que les lois de ce pays ont déjà mis fin à cela. C'est que il y a qu'une seule FDC alliée. Et cette FDC alliée, c'est celle qui est dirigée par le sénateur François. Sur réalité, il se passe d'autres choses. Je ne vois pas de quelle réalité vous parlez. Non, il y a Néné Nkolo qui continue de présider la FDC. Bon, la rébellion existe toujours, non? On n'a pas dit que la rébellion n'existe pas. La rébellion est là, mais il y a certains faits qui appartiennent au passé. Très bien, l'émission est terminée. Vous allez me saluer à votre retour, le sénateur Bahati. Je le ferai. Et puis, la caméra est là devant vous, votre dernier message au public et peut-être vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Je suis congolais et fier de soutenir la vision du chef de l'État. Parce que moi-même, personnellement, je suis bénéficiaire de l'état de droit et j'invite tous mes compatriotes à soutenir cette vision pour faire de sorte que ce pays puisse espérer des jours à venir meilleurs. Et nos coordonnées, nous sommes, vous pouvez facilement nous trouver sur notre compte Twitter, @elojemwandwe, ou encore à notre adresse mail l.mwandwe@hotmail.com. Eloge Mwandwe, merci de votre passage. C'est nous qui vous remercions. C'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui vient de terminer. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Et aussi, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire aux très spéciales jumelles Abigail Omba et Adassa Chako. Puisse Dieu vous accorder prospérité et longévité. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.